Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je travaille à l'Institut Arnaud de Sanck depuis maintenant une dizaine d'années. J'interviens dans le cadre du cancer, avec toutes les nouvelles mesures qui ont vu le jour avec les premiers plans cancer. Bien sûr, on en a longuement parlé depuis hier, et qui continuent à ce jour à se développer avec d'autres objectifs, peut-être plus pointus et plus ciblés par rapport à des populations. Voilà. Donc en fait, bien sûr, le cancer de la prostate, ça concerne les couples, hein. Pas seulement les patients, il y a toujours un accompagnant, une partenaire, une épouse, de la famille. Et en fait, ça concerne le noyau familial dans son entier. Donc en fait, j'en suis arrivée à m'occuper de ce cancer de prostate parce que au départ, je m'occupais de soins de support puisque j'étais stomathérapeute. Donc je m'occupais surtout des sondages, des poches, enfin de l'annonce aussi, au départ de l'annonce du cancer. Donc c'est par intérêt professionnel et puis avec la bienveillance bien sûr de l'Institut Arnaud de Sanck, des médecins praticiens, que tout ça a pu se faire et que donc j'ai suivi une formation à Louvain avec deux maîtres en fait qui sont de Carufel et de Sutter, hein, qui sont très connus au niveau européen, et à Louvain-la-Neuve qui est une université qui a beaucoup fait pour œuvrer en matière de sexologie et pour la rendre visible surtout. Donc à ce jour, en fait, j'interviens, ça dépend un petit peu des moments, il y a beaucoup de travail bien sûr, mais ce sont surtout des primo-consultations que je vois, donc la première fois, après une intervention ou après les traitements, parce qu'en fait, au bout du compte, les incidences sur la sexualité des patients sont les mêmes qu'il y ait chirurgie, qu'il y ait radiothérapie, qu'il y ait hormonothérapie, courte ou longue. L'incidence à 3 ans est quasiment identique. Donc en fait, les patients peuvent venir soit à un poste chirurgical adressé toujours par le médecin urologue, ou bien poste ou au décours d'une hormonoradiothérapie, ou ensuite, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités pour que je vois ces patients. Alors leur parcours, bien sûr, ils ont toujours été informés tout au long de la maladie, bien sûr du diagnostic jusqu'à l'intervention, s'il y a intervention. Les questionnaires, vous savez, les fameux questionnaires sur l'activité sexuelle ont toujours été remis, bien sûr, en cas d'intervention chirurgicale ou autre. Et au moment de la consultation en poste chirurgical plus précisément, puisque j'en vois quand même beaucoup plus en poste chirurgical que par d'autres canaux. Donc en fait, à ce moment-là, les patients sont déjà continents. Parce qu'en fait, avec les années et avec l'amélioration de la technique, avec la robotique notamment, avec le savoir-faire, les patients sont pratiquement continents tout de suite. Donc en fait, ils n'ont plus d'incontinence urinaire comme avant, pendant des semaines. Voilà, donc quand je les vois, moi, au bout d'1 ou 2 mois, les patients sont déjà continents urinaires. Donc en fait, le problème de la sexualité va se poser d'autant plus tôt qu'ils n'ont plus cet avenir obscurci par l'incontinence urinaire. Voilà. Et souvent, ils sont encore en cours de rééducation par le physiothérapeute. Alors, les modalités sont bien sûr toujours identiques en cancéro. Donc les patients sont toujours adressés par le médecin. Et en fait, voilà, la prise en charge de la dysfonction érectile en post-opératoire par le chirurgien est toujours systématique. C'est très important. Bon, certains peuvent dire non, bien sûr. Les patients sont libres. Ils peuvent ne pas vouloir retrouver des érections. Mais enfin, il y en a assez peu sur le nombre. Hein. Et ceux-là, moi, de toute façon, je ne les vois pas. Donc, je ne suis pas à même d'évaluer le quota de patients non concernés par une non prise en charge de cette dysfonction érectile. En pratique, les patients me téléphonent, les coordonnées sont données par le cabinet. Et en fait, c'est le patient qui téléphone, toujours. Et j'ai remarqué, parce que je note un petit peu quand même, de temps en temps, c'est toujours le patient qui téléphone, c'est jamais le conjoint. C'est toujours le malade. Et les rendez-vous sont très rapides, parce qu'on se libère. En fait, dans la semaine suivante, on donne le premier rendez-vous. Voilà. Le nombre de consultations est très variable en fonction des patients, parce que ça peut être une fois, parce que les patients parfois habitent loin aussi, donc ce qui fait qu'ils sont un petit peu pressés, ils repartent en Corse ou ailleurs en Italie. Bon, il y a pas mal de patients externes à notre secteur géographique, notre bassin de recrutement.
Et donc le nombre de consultations varie. Mais ça peut aller d'une consultation jusqu'à 6, 7. Des fois, les patients les revoient à distance, 6 mois, 1 an après. Ils reviennent, ils ont un petit peu lâché prise sur un traitement, ils ne sont pas très satisfaits. Ils reviennent, ça fait un suivi. Bon, revenez à leur disposition. Et la proposition, elle est toujours faite de revenir s'ils le souhaitent. Donc parfois, la première consultation, c'est simplement une prise de contact, parce qu'ils sont inquiets. Est-ce que je vais retrouver une réaction? Est-ce que je pourrais avoir une activité sexuelle satisfaisante? C'est la grosse question. Alors bien sûr, c'est souvent, est-ce que ma sexualité d'avant va revenir comme avant? Et ça, c'est un peu, ça sera autrement, mais ça sera certainement pas comme avant. C'est un peu comme le bateau de Thésée, c'est jamais tout à fait le même et jamais tout à fait différent. Donc en fait c'est le couple qui est concerné par la sexualité. Donc en fait, le couple, c'est quelque chose de très dynamique qui va varier tout au long de la vie. Et bien sûr, les désirs sont différents avec les époques, avec la maladie. Il y a des incidences sur le désir. Le désir, c'est fragile. Et la sexualité, c'est ce qui est le plus fragile. C'est ce qui disparaît en premier, en fait, avec la maladie. Et qui va revenir tout doucement, avec une sensation de mieux-être et un confort amélioré. Et donc le désir va réémerger comme ça au décours et à la fin. Donc ça revient en dernier, ça disparaît en premier, c'est vraiment très fragile. Et c'est une question de couple, bien sûr, une question d'angoisse. Bien sûr, des angoisses de mort, des angoisses de castration, ça vient réveiller des failles. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs formes de couple. Donc les couples, il y a autant de couples que de formes de couple que de couples. Et au lendemain de la Saint-Valentin, voilà. Donc en fait, les hommes, je vais vous passer rapidement, mais c'est souvent, donc les hommes prennent toujours eux rendez-vous. Ils sont souvent au téléphone un petit peu embêtés pour m'expliquer la nature, parce que comme j'interviens à plusieurs niveaux, je leur demande pourquoi ils ont de rendez-vous. Alors en général, ils me citent le nom du médecin. Et puis, pour des dysfonctions érectiles, poste, oui, d'accord, tout doucement, ça vient. Et puis ils veulent déjà des renseignements au téléphone. Là, c'est pas possible de faire ça au téléphone. Donc on prend rendez-vous et on diffère. Et je pense que le fait de différer la réponse aussi, de ne pas donner trop d'infos au rendez-vous, de bien recadrer les choses, c'est très important pour les patients. En même temps, ça les rassure d'avoir un cadre, une intervention. Et voilà, parce que souvent ils font des pressions aussi. Mais pas avant la semaine prochaine, je ne peux pas venir demain. Non, c'est pas possible. Je veux dire, en même temps, ça les pose, ça les cadre. Et ça les amène à réfléchir sur ce rendez-vous qui va arriver. Et ça leur permet de réfléchir et d'intérioriser. Voilà. Alors souvent, il y a eu beaucoup de cas différents. Bon, là, c'était un cas particulier, mais j'en ai plein d'autres en tête. Les patients, quand ils viennent en couple, c'est le plus souvent, c'est 2/3 des cas, ils viennent en couple, au moins la première fois. Et en fait, souvent, la parole, c'est l'épouse. Et d'ailleurs, ça se voit assez rapidement parce que quand je vais chercher les patients, mon bureau est un peu dur à trouver dans le dédale des couloirs. Donc, le standard m'appelle, je descends chercher les patients. Et en fait, souvent, donc je les accompagne. Et ce temps est important aussi quand on va les chercher parce qu'on voit comment se comporte le couple, qui vient en premier, Voilà, et en même temps, c'est souvent la femme qui prend la parole et qui dirige les opérations. Ça, c'est très fréquent. Et souvent, la parole est plus facile pour la femme. Et l'homme est plutôt en retrait. Et donc, le rôle de l'entretien, à ce moment-là, c'est de restituer une parole, un espace à l'homme, un espace de parole, un espace d'existence. Parce qu'étant donné qu'il n'a plus d'érection, bien sûr, en post-opératoire, donc, étant donné qu'il n'a plus d'érection, il a tendance à se mettre en retrait. Donc, le but, en fait, de ces injections intracaverneuses, puisqu'il va s'agir aussi de les aider à manipuler des produits pour faire des injections directement dans la verge, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, c'est un peu d'anxiété, bien sûr. Et le fait est aussi que toute cette zone génitale qui a été, en fait, les patients sont passés par des étapes multiples, donc ils ont été biopsiés, ils ont été suivis, des fois ils sont en surveillance, ce qu'on appelle en surveillance active dans des files particulières de prise en charge protocolisée, donc avec tous les 6 mois des biopsies, c'est très compliqué pour eux. Donc toute cette zone génitale qui a été opérée, manipulée, un petit peu dessaisie, c'est comme s'ils avaient coupé la conscience de cette zone génitale. En fait,
C'est un petit peu refoulé. Voilà. Donc le but de ces consultations, de cette guidance aussi au niveau des actes techniques, c'est aussi de leur faire réexister cette zone génitale au niveau des sensations corporelles. Et ça, c'est important parce que pour les patients, il y a comme si au niveau cérébral, il y avait un shunt. Voilà. Donc le fait de redonner une érection, même dans un bureau, dans un cabinet, avec une injection qui est quelque chose d'artificiel, si on peut dire, bien sûr, mais le mécanisme est le même, ça va redonner des sensations corporelles au patient. Et le fait, ça va lui redonner confiance. Voilà. Parce que la sexualité, ça agit comme ça. Enfin, pour les hommes, ce que je connais le mieux, parce que moi j'ai beaucoup plus d'hommes, hein, contrairement à ici, il y a beaucoup plus de femmes, bien sûr. Mais bon, donc en fait, ça lui redonne confiance et voit qu'il est capable encore d'avoir des réactions. Ça va aider à retrouver une estime de soi et des sensations positives. Et ça, souvent, les femmes disent, mais c'est pas la peine, moi je m'en passe, l'activité sexuelle, c'est pas primordial dans notre couple. Mais en même temps, pour les hommes ont toujours eu des érections. Donc, de tout enfant, c'est des sensations corporelles qui ont accompagné leur vie. Donc, il n'y a aucune raison, parce que la maladie a été là. Bien sûr, pendant un moment, c'est plus difficile, quoique le désir est toujours là, mais les sensations, elles, n'y sont plus. Mais le désir est là quand même. Et en même temps, pour un homme, c'est primordial, c'est essentiel. C'est ancré dans son identité. Donc, le fait de retrouver des érections, même aider, ça va l'aider à retrouver une vie de couple, une vie sociale, et effectivement, ça fait partie de la santé. Voilà. Donc, au niveau de la consultation, ce qui se passe, c'est que premièrement, on va faire un petit point par rapport à sa sexualité d'avant, bien sûr. Comment il a vécu, s'il a déjà eu des troubles de la dysfonction érectile, comment ils ont été soignés, s'il a pris des médicaments, s'il a pris aussi une aide précise. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'appareils pour aider à avoir des réactions. Voilà. Ensuite, il pose des questions. Donc là, c'est bien un temps d'échange verbal avec le conjoint aussi. Donc d'essayer de canaliser le conjoint, parce que parfois c'est très difficile, le conjoint est beaucoup plus bavard que le patient, voilà. Et puis remettre aussi un petit peu d'informations avec le conjoint, en lui rappelant bien que c'est très important pour les hommes d'avoir une érection et que c'est une place fondamentale. Voilà. Voilà, je vais passer. Donc je vais vous expliquer au niveau de l'explication. Donc ensuite, après tout ceci, je réponds donc aux questions des patients. Si j'ai un problème pour avoir une réponse précise, bon, j'appelle le cabinet des médecins. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, quitte à différer la réponse, voilà. Ou je m'abstiens si je ne sais pas, je dis que je ne sais pas, voilà. Et ensuite, on passe bien sûr à la démonstration des injections intracaverneuses. Bon, bien sûr que là, pour ce patient-là dont il était question, cette vignette clinique, il avait une forte appréhension de l'injection, parce qu'évidemment, c'est une piqûre dans la verge. Bon, déjà, une piqûre, on n'aime pas trop ça dans la verge, pour un peu qu'il y ait des souvenirs de fermeture éclair coincée, des choses comme ça, de douleurs énormes, des sondes, des trucs, tout ça, c'est compliqué, quoi, je veux dire, pour les patients. Donc, il y a toute cette anxiété qui est là. Et c'est difficile. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, quand je vois que les patients sont sujets à ce genre d'anxiété, je leur propose une petite séance de relaxation, parce que je fais un peu d'hypnose aussi. Donc, et ça se passe beaucoup mieux pour les patients avec la relaxation, la respiration. On les fait s'installer confortablement. Et ça marche très bien, l'hypnose conversationnelle, dans ce cadre-là, même avec le conjoint présent. Ça marche tout à fait bien. Voilà. Donc, par exemple, pour beaucoup de patients, la sexualité reprend un cours, disons, régulier, satisfaisant, qui n'est pas bien sûr comme avant, mais qui sera autre chose. Voilà. Et en général, le couple, on sait aussi que les patients qui sont en couple, et qui avaient une sexualité régulière ont d'autant plus de chances de récupérer des érections, une sexualité régulière et satisfaisante en post-opératoire. D'ailleurs, pour tous les cancers, les patients qui sont accompagnés ou patientes qui sont en couple ont plus de chances de guérison. Ça, c'est sûr, c'est plus facile. Quand on est tout seul face à un cancer de prostate, qu'on n'a pas de relation sexuelle, on n'a peut-être pas non plus envie de retrouver des érections, c'est compliqué tout ça. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus intime.
Voilà. Et donc pour ce patient dont il était question, lui, en fait, sa sexualité n'a jamais été vraiment... J'ai eu encore des nouvelles récemment et n'est jamais revenu complètement comme il aurait souhaité que ça revienne. Voilà, mais bon, c'est aussi une question d'équilibre entre la demande du conjoint et la sienne. Voilà, ensuite, bon, moi ce que j'ai noté, c'est vrai qu'il y a parfois le cancer de la prostate, il est comme une réponse aussi à un désir hypoactif féminin. C'est-à-dire que oui, effectivement, on arrive dans la soixantaine, les patients sont jeunes, hein, ils ont moins de 70 ans quand on les opère souvent, quoique maintenant on a tendance à augmenter un petit peu. Et c'est vrai que les femmes ont aussi un désir qui baisse avec l'âge, bien sûr, pas toujours, mais souvent. Et donc ça se retrouve dans ce cadre-là et ça induit un fonctionnement de couple différent. Voilà, mais en même temps, dans l'imaginaire masculin, c'est autre chose. Il y a une ambivalence entre l'imaginaire masculin et la réalité du couple au quotidien. Et ensuite, c'est vrai aussi que j'ai noté, mais ça j'ai jamais coché, pas mal de cancers du sein dans les couples que je voyais. Il y a beaucoup eu de femmes qui m'ont parlé de leurs problèmes de cancer du sein. Et voilà, avant le cancer de prostate de leur époux, hein, voilà, ou de leur conjoint. Et voilà, donc c'est vrai que toutes les études montrent bien que faire intervenir le conjoint dans le traitement, c'était un critère d'amélioration de la qualité sexuelle, hein, et que la qualité sexuelle fait partie de la santé, au même titre que d'autres choses. C'est très important d'avoir une activité sexuelle, qu'elle soit, après chacun a son gradient, mais d'avoir des sensations, d'avoir une érotisation, voilà, c'est important pour la santé des hommes traités. Hein. Et bien sûr, plus la prise en charge est précoce, et la réponse sera d'autant meilleure que la prise en charge a été précoce. Voilà. Et ensuite, les patients peuvent revenir bien sûr plusieurs fois s'ils souhaitent. Et bien sûr, on propose un suivi, mais enfin, je ne vais pas tout vous détailler ici, ce n'est pas l'objet de la journée. Voilà. Et bien sûr qu'il y a une vie sexuelle après le cancer de la prostate, et elle est différente. Voilà. Elle n'est pas forcément insatisfaisante. Il y a des relations, il y a des sensations, il y a du plaisir, il y a des jouissances. Voilà. Et pendant le rendez-vous et l'entretien, il n'y a pas de mot tabou, on parle librement. D'ailleurs, les patients sont souvent étonnés de la liberté de parole. Et puis doucement, ils se confient, ils racontent leurs difficultés, leurs angoisses et leurs questions et leurs questionnements. Voilà. Merci à tous. Merci, Est-ce que vous avez l'impression donc, que votre action, qui est hyper importante, a donné des résultats? Comment vous jugez un peu les résultats de votre action? Est-ce que les gens, en gros, en général, sont mieux après Moi, je ne les vois pas tous, donc en fait, je ne peux pas avoir d'exhaustivité dans le suivi. Mais les patients que je vois sont contents de retrouver... et en fait... ils viennent en fait toujours en premier pour ces injections intraveineuses qui doivent poser vraiment un gros problème. Hein. Ça c'est sûr que piquer, voilà, on peut se piquer soi-même. Alors on s'imagine que c'est moi qui fais les injections, mais non. Hein. Voilà. Et puis donc en fait ça c'est vraiment le premier point. Mais ensuite ils se rendent compte qu'il n'y a pas que ça, donc, et que c'est pas si douloureux que ça, c'est facile à faire. En plus, c'est vraiment une technique, l'aiguille elle est vraiment minuscule, enfin c'est beaucoup moins, le fantasme est beaucoup plus important que la réalité. Hein. Donc quand ils viennent, ça leur semble énorme, et puis ensuite c'est simple à faire, il y a un suivi, donc ils doivent me rappeler, ils le font, c'est noté, et puis souvent ils viennent plusieurs fois, parce que après des fois ils ratent aussi bien sûr, alors ils appellent, et puis des fois je les vois à distance, 1 an, 2 ans après, ils reviennent, ils parce sont contents, que... Oui, ils sont contents, ils ont comme des relations... voilà, ils viennent, ils me tiennent au courant de leur suivi. Bon, malheureusement, quelquefois, bien sûr, il y a des traitements de rattrapage, hein, par radiothérapie ou thérapie en post-op, des patients qui continuent à être traités. Donc ceux-là, on les voit systématiquement, on les revoit malheureusement, bien sûr, hein, parce que quand même, cancer de la prostate, c'est la 3e cause de mortalité en France. Hein. Il y a encore 6500 à 7500, Hervé, si je me trompe.
Voilà. Et mort par an, hein. Donc c'est énorme au niveau mortalité. Voilà. Merci. Mais à propos de ces piqûres intracaverneuses, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la verge? Parce qu'il y a une différence quand même, au niveau sensation, au niveau douleur. Elles se font à l'intérieur ou à l'extérieur? Je comprends pas. De la verge. Ah, par l'extérieur, c'est transcutané. C'est pas dans le conduit. Ah non, c'est pas dans le rètre. C'est transcutané, rectum. en fait. C'est sur la latéralité, sur les côtés. Ah, d'accord. Les corps caverneux sont situés de chaque côté de part et d'autre du rètre, pris dans un tissu spongieux. Et en fait, on va injecter. Mais les corps caverneux ne sont pas sensibles. Les corps caverneux sont pratiquement insensibles. La seule chose qui est sensible, c'est la peau, bien sûr. Hein. Mais l'aiguille est vraiment très fine. C'est vraiment facile. En plus, c'est un tissu qui est très souple. Hein. Je me souviens toujours, il y avait un dentiste qui venait pour les injections intracaverneuses. Alors, la première fois qu'il est arrivé, il était très inquiet parce qu'évidemment, lui, il se rappelait la sensation de piquer les gencives. C'est très dur de piquer une gencive, voilà. Et quand il a fait la première injection, il me dit, ah là là, c'est facile, voilà. Parce que lui, il avait cette sensation, ce rappel, cette connaissance que c'était difficile de piquer. Mais non, la verge, c'est facile à piquer. Bon, bien sûr que la peau, c'est sensible, mais l'aiguille, c'est une aiguille de dernière génération, voilà. Se manaver comme ça pour tout, ça ne ferait pas mal du tout, hein, voilà. Et c'est vrai, le corps caverneux n'est pas sensible en lui-même. Et en fait, il y a une pratique, une méthodologie à avoir. Et surtout, il faut bien cadrer l'injection parce qu'il y a des doses à respecter. On commence par des microdoses et on fait un suivi. Hein. Et en fonction de la réaction du patient, on adapte les doses pour les fois suivantes. Et c'est pour ça qu'au début, il faut bien cadrer, bien suivre les patients. Il faut téléphoner et ils doivent noter sur une feuille de suivi. Voilà. Je voudrais dire un petit mot. D'abord, Patricia, merci beaucoup pour cette présentation, parce que c'était vraiment très bien. Je vais essayer de répondre à la question de M. Schneider. En fait, depuis que je m'en occupe plus, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'avant, on prenait en charge effectivement le problème carcinologique, fonctionnel urinaire et fonctionnel érectile. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que la dimension mécanique, je récupère une érection, je ne récupère pas une érection, c'était qu'une petite partie dans la récupération fonctionnelle de ce problème sexuel. Il y avait une autre dimension qui était plus complexe que ça. Et j'ai voulu vraiment scinder ces problèmes-là. Et en faisant ça, Patricia est très modeste parce qu'elle leur montre comment on fait les injections et tout ça, c'est très facile, ça n'a aucune importance. C'est tout le reste qui compte. Et ce suivi. Donc, quand on les voit en consultation, il est très important de leur dire qu'on est extrêmement gourmand par rapport à ce qu'on attend de résultats et qu'il faut guérir à la fois du cancer et récupérer une qualité de vie optimale avec deux écueils qui sont la continence et la fonction érectile. Les progrès techniques actuellement, les patients jeunes en bonne santé qu'on opère, garantissent pratiquement une continence qui est récupérée très rapidement. Ce qui est un très gros avantage par rapport à la récupération de la fonction érectile, parce que, comme disait Patricia, c'est très urgent de prendre rapidement en charge ces patients, à la fois au niveau mécanique pour éviter une fibrose des corps caverneux, et que rapidement ces patients puissent garder la fonctionnalité mécanique, je dirais, de l'éponge active du corps caverneux. Donc plus tôt on les prend en charge, mieux ça récupère. Mais on ne peut pas les prendre en charge tant qu'ils sont incontinents, parce qu'effectivement, s'ils sont incontinents, ils n'ont pas de problème d'érection. Ils commencent à avoir des problèmes d'érection lorsqu'ils ne sont pas incontinents, lorsqu'ils sont guéris du cancer. Et quand ça se passe bien, ça va relativement vite. Donc rapidement, il faut les mettre dans ce programme-là, qu'on leur explique à l'avance. Ce n'est pas une découverte post-opératoire, c'est à l'avance, on leur dit, si vous voulez récupérer, il faut que vous récupériez, parce que moi j'ai mes statistiques à tenir, vous avez votre vie, mais enfin, moi il faut que j'ai des bons résultats, je tiens à ce que vous ayez des bons résultats, même érectiles, ce n'est pas un détail par rapport aux résultats, c'est à prendre en charge aussi, de manière aussi importante que le reste. Et donc ils sont tout de suite orientés vers ce programme actif de prise en charge. Et ce n'est pas qu'un problème de piquer dans la verge, c'est toute cette prise en charge psychologique, affective, voilà, c'est ce suivi-là. Et on a, à mon avis, autant progressé dans la récupération, dans les progrès techniques liés à la préservation des nerfs, à la remontée, que par cette prise en charge. Et actuellement, si on a un patient qui a moins de 60 ans, qui a une activité sexuelle normale, à qui on peut préserver des bandelettes, et à qui on peut proposer ce traitement-là, et qui va faire ce traitement-là,
contrairement à la continence où la récupération est très rapide, l'érection, la récupération est plus lente. On avait publié à 1 an, mais maintenant c'est trop court, et là j'ai résulté à 2 ans. Et à 2 ans, en gros, on a plus de 60-70% des patients qui ont récupéré une activité érectile spontanée, sans piqûre. Alors, est-ce que cette activité érectile leur donne une qualité de vie au plan sexuel? C'est encore autre chose. C'est pas que mécanique, c'est plus compliqué que ça. Moi, je voulais juste vous demander, poser encore une petite question. Est-ce que vous voyez, si j'ai cru comprendre, vous voyez les patients en post-thérapeutique, jamais en pré-thérapeutique pour l'annonce et puis faire un peu le check un peu de leur sexualité du couple? Alors, le check de la sexualité est fait par le médecin urologue, en fait, voilà, hein, avec le questionnaire spécifique. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on est limité par le temps de travail. C'est-à-dire que moi, je vois toutes les cystectomies en préopératoire, il y en a à peu près 50 par an. Des prostates, on en opère 150 par an à l'Institut Arnold Sank, donc c'est pas possible. Il y a tout le suivi administratif aussi de la cancéro, enfin il y a pas mal de choses, plus les patients avec des poches et plus les sondages. Donc à un moment donné, on est limité, mais c'est vrai qu'on pourrait, il y a des choses à mettre en place en préopératoire. Après, c'est une question de moyens aussi à un moment donné, d'urgence et de priorité institutionnelle. Parce que, bon, moi je connais pas beaucoup d'instituts de cliniques qui ont payé des certificats de sexo en Belgique à leurs infirmières. Voilà. Ceci dit, c'est vrai quand même, je veux dire, moi des fois je suis un peu en colère au niveau du travail, je me dis on pourrait améliorer, on pourrait... Bon, et c'est vrai que, voilà, quand même il y a une volonté, voilà, on a mis en place des dispositifs d'annonce, on fait pas mal de choses, on peut toujours améliorer les choses, il faut continuer à le faire des études pour les patients. Et puis les patients sont demandeurs, mais après à un moment donné, on est bien limité par le temps de travail, les obligations multiples de l'HAS, voilà, plein de choses. Voilà. Et est-ce que de temps en temps, les femmes prennent en charge l'injection? Oui, oui, bien sûr, oui, c'est très fréquent. Moi, j'étais au début, je ne pensais pas autant. Et en fait, beaucoup de femmes viennent avec leur conjoint et elles apprennent. Alors voilà, pas forcément parce qu'elles trouvent que c'est bien. Puis ça rentre dans un jeu aussi. Après, c'est ludique la sexualité. Hein. Chacun trouve, voilà, il y a pas mal de choses. Ça peut être intégré dans quelque chose d'érotique, une érotisation de l'injection. Il y a plein de choses possibles à l'imaginaire et largement pourvues à ce niveau-là. Patricia, je vous dis merci. Merci. Excuse-moi, merci. Je voulais simplement faire un retour par rapport au travail qu'on fait ensemble et que cette prise en charge par l'intermédiaire de cette consultation, le retour que j'en ai par rapport aux patients que tu vois et que je vois au centre de l'Haute Énergie, ils en sont entièrement satisfaits. Et ça, on en avait déjà discuté. Merci.